travailler, contrer le Buy American Act. Alors voilà. Donc, sans plus tarder, je partage l'écran et j'amène Benoît Lamontagne sur la présentation. Moi, je vais reprendre seulement un moment. Nous avons Charles Milliard qui est ici avec nous, qui est PDG de la Fédération des chambres de commerce, parce que les entreprises qui n'exportent pas, qui ne sont pas implantées, c'est important qu'ils puissent avoir accès à des aides. Et avant de passer la parole à Charles aussi, quand même, on a des conventionnaires de la Chambre de commerce de Bois-Franc-Érable qui est avec nous, la Chambre de commerce de Baie-des-Chaleurs, puis il y a le centre franco-américain du Manchester qui est là aussi, qui peuvent aider. Alors, Charles, à un moment donné, on va revenir parce que Charles devra nous quitter très tôt. Et j'aimerais ça, juste avant qu'on parle de Buy American, juste parler un petit peu du programme Corex. Alors, bonjour tout le monde, bon matin. Merci Louise et Régent pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Je peux être avec vous quand même un bon petit bout de temps. Donc, je me présente, je suis Charles Milliard, je suis le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, on a 130 chambres de commerce partout au Québec qui sont affiliées chez nous, ainsi que 1100 membres corporatifs. Puis, on va se vanter pendant 2 secondes. Louise, là, la Chambre de commerce de Sherbrooke a été élue Chambre de commerce de l'année en 2020. Et vous avez passé le flambeau la semaine passée à la Chambre de commerce de Saguenay. Donc, on a eu notre gala la semaine passée. Puis Louise aussi est je vous le dis là, pour les membres, Louise était aussi en finaliste pour le prix Leadership. Alors, c'est toujours un plaisir de collaborer avec Régent et Louise. Là, donc, je prends le temps de le dire ce matin. Pour ce qui est de la question des États-Unis, effectivement, c'est quelque chose qui se discute de façon très sérieuse au gouvernement fédéral. Encore hier, j'écoutais au Collier du pouvoir Marc Garneau parler. Je trouve que le discours commence à changer un petit peu. Là. On sent qu'il va probablement avoir des gestes positifs éventuellement. On voit qu'il y a plusieurs gouverneurs sur la frontière du Québec là, qui commencent à être actifs avec des mesures plus permissives. Je pense entre autres au gouverneur Cuomo à New York là, qui a mis en place plein de mesures pour les événements sportifs, les événements culturels. Moi, je suis allé passer le long week-end dans votre région. Justement, j'étais en Estrie, là, puis je me suis rendu en vélo jusqu'à Stansted, j'avais envie de traverser l'autre bord, mais il y avait un gros truck de la RCMP qui m'empêchait de le faire. Mais tout ça pour dire qu'on sent qu'on s'approche de ce qu'on veut et le Québec, c'est vraiment une nation exportatrice. Alors oui, on a des programmes d'achat local de ci, d'achat local de ça, mais foncièrement, nos entreprises veulent réussir aux États-Unis. Puis avec la situation, avec les intentions du gouvernement Biden, c'est important de considérer d'aller planter ses propres graines et peut-être d'aller se bâtir quelques murs pour se bâtir quelque chose au niveau du New Hampshire, exemple. Alors moi, je pense que c'est une belle opportunité. Qu'à la Fédération, on a un programme qu'on appelle le programme Corex pour corridor d'exportation qui existe depuis 2015, qui est à la fois un programme où on fait des conférences pour expliquer aux gens c'est quoi les opportunités, entre autres aux États-Unis, mais aussi, on a un programme où on met en relation, entre autres, avec les délégués du Québec puis aux États-Unis. Donc, il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion d'animer le dévoilement de la nouvelle stratégie US du ministère des Relations internationales. Donc, il y a vraiment des nouveaux argents qui sont mis pour, comme on dit en anglais, beefer up un peu les équipes là, dans les délégations aux États-Unis. Alors, je pense que le fruit est mûr. S'il y a des gens qui hésitent encore autour de la ligne à faire le saut aux États-Unis, je pense que la conférence d'aujourd'hui devrait vous aider. Et si jamais vous voulez en savoir plus, entre autres, sur comment tirer profit des accords de commerce internationaux que le Canada a signés, mercredi prochain, le 2 juin, puis Louis, tu pourras peut-être transférer ça à tes membres, on organise une conférence avec un cabinet d'avocats justement sur comment tirer le maximum de profit des échanges, des accords de libre-échange. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et si vous voulez en savoir plus sur les activités du programme Corex, évidemment, Louise peut relayer l'information, mais vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolette de la FCCQ sur fccq.ca, c'est gratuit, et vous allez avoir accès à l'ensemble des activités. Alors, encore une fois, félicitations pour le line-up ce matin, puis ça va me faire plaisir d'écouter la présentation de M. Lamontagne et le panel. Merci. Merci, alors, voilà. Charles. Puis aussi, bien, éventuellement, tu pourrais inviter la montagne à faire partie de vos panélistes concernant Corex. Ça pourrait être bien intéressant. Bien sûr, avec plaisir. L'idée est lancée. Alors, Pierre, je te passe la parole. Oui, alors Benoît, tu pourras ouvrir ton micro, peut-être Ovid aussi, conserver le micro ouvert.
Et je partage l'écran. Donc, Benoît Lamontagne, évidemment, qui est au département du développement économique de l'État du New Hampshire, mais qui est aussi la personne en charge du nord du New Hampshire, puis a commencé la présentation. Donc, voici. Je vais comme ça. Et je vais, Benoît, changer les slides au moment où tu vas parler. OK, bon, ben, bonjour tout le monde. Ça me fait bien plaisir d'être avec vous ce matin et on vous remercie d'être avec nous. On voulait vous parler un petit peu de l'État du New Hampshire, comment on fait affaire, si vous voulez, et puis comment on vient s'implanter au New Hampshire. Alors, on va parler un petit peu de l'État elle-même, le Buy American Act. Qu'est-ce qui distingue le New Hampshire entre le Vermont, le Maine et New York? Les incitatives qui vont minimiser le Buy American Act et aussi quelques immeubles qu'on a dans le nord de l'État. Next. Alors, pour le Buy American Act, je vais parler un petit peu plus librement, si vous voulez, envers ça. Le Buy American Act, c'est vraiment une loi, disons, pour aider les gens des États-Unis d'avoir de l'emploi. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on a des projets où c'est le gouvernement fédéral des États-Unis qui embarque, disons, il paye une tiers du projet ou ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'eux autres, ils demandent que 70% du produit final soit fait avec des morceaux et la main-d'œuvre des États-Unis. Alors, c'est là que ceux qui viennent s'implanter, on a 3 aujourd'hui qui vont vous parler. Et alors, ceux qui veulent s'implanter embarquent dans le Buy American Act parce qu'ils ont une présence aux États-Unis. Next. Oui. Ovid, est-ce que tu veux intervenir juste sur l'aspect du Buy American Act quelques secondes pendant que Benoît continue la présentation? Oui, merci, puis bienvenue tout le monde. Je suis Ovid Lamontagne du firme Bernstein Shore, puis mes collègues de 120 avocats vous souhaitent une bonne journée aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est que c'est important pour les gens au Québec de savoir que c'est possible de naviguer les lois du Buy American Act. C'est des lois qui sont, comme Benoît a expliqué, impact ou fait leur règlement pour le gouvernement fédéral. Les achète pour les produits, même les services devraient être origine avec des compagnies américaines. Mais il y a des exceptions, des exemptions. Et puis, si vous avez un intérêt pour faire le travail avec le gouvernement fédéral, c'est possible d'avoir peut-être une exception pour continuer. Puis, même si vous commencez petit, tu peux vraiment commencer pour vous implanter. Mais la meilleure manière, c'est de créer une succursale qui est basée ici dans les États-Unis, dans l'État de New Hampshire préféré, pour participer dans le marché avec le gouvernement fédéral. C'est pas impossible, mais c'est compliqué si vous n'êtes pas ici dans les États-Unis. Voilà, merci Ovid. Benoît, tu continues. Oui, merci. Alors, encore, ce qui arrive aussi, c'est que si on veut être partenaire avec, disons, des Américains, on va parler un petit peu de la hub zone après ça. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que si l'entreprise appartient à au moins 51% d'un Américain
là, vous embarquez tout de suite dans le Hub Zone. Next. Alors, encore une fois, le Hub Zone, next aussi, Pierre. Avec le Hub Zone, qu'est-ce qui arrive, c'est que le gouvernement fédéral met des endroits spécifiques dans tous les États-Unis qui s'appellent Hub Zone. Hub qui veut dire Historically Underutilized Business Zone. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que, encore une fois, si on veut vendre au gouvernement des États-Unis, un des plus grands clients au monde, alors si on veut vendre avec eux, il faut être certifié pour être dans une Hub Zone. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que, un très bon exemple, le comté de Coas, dans le nord du New Hampshire, qui a une frontière avec le Québec, qu'est-ce qui arrive, c'est que normalement, c'est une petite ville ou une partie d'une ville. Dans le comté Coas, c'est tout le comté qui est dans une Hub Zone fédérale. Et comme vous voyez avec la carte, là, comment, le vert, la couleur vert, c'est justement Coas County. Alors, c'est pas très loin de Sherbrooke et de Quaticook et de l'Estrie. Alors, c'est vraiment une bonne possibilité, si vous voulez, de ceux qui veulent faire de l'expansion aux États-Unis. C'est très proche et encore une fois, ça embarque dans la Hub Zone. Et puis, une dernière chose avec la Hub Zone, qu'est-ce qui arrive, c'est que le gouvernement fédéral, il faut qu'il achète un certain pourcentage de leurs produits dans les Hub Zones. Alors, c'est pas qu'on dirait n'importe quoi le prix, là, mais ceux qui veulent vendre au gouvernement des États-Unis, ça n'a pas besoin d'être le prix là, le plus bas. C'est plus une priorité qu'ils sont dans les Hub Zones. Alors, c'est important parce que, Benoît, tu peux vraiment donner l'exemple des pièces pour Boeing, où là, oui, il y a vraiment un avantage. Ils sont installés dans la Hub Zone, ce qui leur permet d'avoir un accès privilégié avant même d'autres Américains qui ne seraient pas dans le Hub Zone pour vendre au gouvernement. C'est ça, c'est justement ça. Alors, j'ai une entreprise qui font des, je pense que c'est des petites vis, là, comme on dirait, pour les avions Boeing. Et puis, en tout cas, ça, c'est tout fait dans le nord du New Hampshire. Et puis, ça fait une dizaine d'années que ces gens sont là. Et puis, ils ont beaucoup de beaux contrats avec pas seulement Boeing, mais d'autres compagnies aérospatiales. Next. Alors, pour le nord du New Hampshire, le comté de Coas, ils sont 33 000 habitants. Le chômage comme c'est là, et justement, le gouverneur du New Hampshire, M. Sununu, hier a annoncé que le chômage au New Hampshire comme c'est là, il est rendu à 2,6 %. Mais ce n'est pas tout à fait la même affaire dans le nord de l'État. Alors, le chômage est un petit peu plus élevé, disons, dans le comté. Alors, ça donne une bonne chance d'être mieux placé pour la main-d'œuvre que, comme on sait, qui n'est pas facile à trouver aujourd'hui. Donc, évidemment, dans le comté comme ça, qui touche la frontière avec le Québec, ça devient intéressant parce qu'on réalise qu'il y a quand même 33 000 habitants dans ce territoire-là et ils ont un taux de chômage un petit peu plus élevé que dans d'autres endroits du New Hampshire. Donc, forcément, pour une entreprise qui veut s'installer, ça peut être un peu plus facile de trouver de la main-d'œuvre.
Très bien dit. Alors, entre le New Hampshire et puis le Vermont, Maine et New York, il y en a beaucoup qui ne savent pas que chaque État, c'est comme un petit pays, disons, qui sont vraiment différents. Alors, au New Hampshire, on n'a pas de taxe de vente, on n'a pas d'impôt personnel. Le coût pour louer de l'espace est toujours un petit peu plus bas que le reste de l'État. C'est dans les 3 $ par pied carré, net. Et comme on vient de dire, une main-d'œuvre un petit peu plus abondante parce que le chômage est plus élevé. Encore une fois, à comparer avec les autres États comme le Vermont et New York, pas de taxe d'inventaire, pas de taxe sur les équipements de production et aucun impôt sur les gains capitaux. Alors, c'est vraiment un État très différent envers les affaires. Alors, ça, c'est une petite liste qui vient de la Fondation de taxes à Washington. Comme vous voyez, la Floride, alors le numéro 1, c'est qui monte les impôts plus faibles. Alors, comme vous voyez, la Floride est numéro 4. Le New Hampshire est numéro 6. Et après ça, les États pas très loin de nous, ils sont encore beaucoup plus élevés, les impôts plus élevés. Le Maine à 29, le Massachusetts à 34. Le Vermont à 43, New York 48 et les deux pires États envers les taxes, c'est la Californie et le New Jersey. Next. Alors, ça, vous voyez juste ici une slide de plus qui vous donne le rang des États. Mais oui, justement, ça revient encore dans les États bleus. C'est ceux-là qui sont les moins élevés. Next. Un autre petite liste encore qui montre les États où ils sont envers une liberté économique, disons. Et comme vous voyez, la Floride est très haute. Le New Hampshire est numéro 1. Et on va vers le bas de la page. Connecticut, un petit peu dans le milieu, Maine, sont encore en moins de liberté, disons, envers les règlements, les dépenses du gouvernement et ces choses-là. Next. Alors, pour les PME, aux États-Unis, oui, on a des taxes ou des impôts aussi, comme tout le monde sur la planète, mais encore sont moins élevés. Les impôts sur les bénéfices comme ceux-là sont baissés à 7,5. À comparer, le Vermont est dans les 8,1, le Massachusetts 8,3. Alors, on est plus bas que les autres États encore. Il y a une taxe d'entreprise qui est basée sur la masse salariale. Alors, c'est 0,65 %. Et puis, l'autre taxe qu'on a, c'est sur les repas, les restaurants et les hôtels, motels qui est à 9 %. Next. Ça, c'est un programme qui est très, très important, Benoît, que tu dois présenter parce que c'est juste au New Hampshire. Et ça, c'est un élément qui est fondamental, surtout dans le cas des appels d'offres fédéraux. Oui, justement. Ça, c'est un programme, ça s'appelle PTAP. C'est un programme d'assistance technique qui est fait par notre département. Et vraiment, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils aident aux entreprises pour être certifiés pour faire affaire avec le gouvernement fédéral. Alors, normalement, c'est un procès
qui prend 2 ans, même 2 ans et quelques, mais avec ces gens-là, dans notre département, ça prend à peu près 8 à 9 mois pour être certifié, pour faire affaire et avoir des contrats du gouvernement fédéral. Alors, ils font toutes sortes de belles choses avec nos clients. Des mises en contrat, les inscriptions sur les sites web où ils font des études de marché et puis ils vous envoient, quand vous êtes inscrit avec eux, à chaque jour, ils vous envoient des projets que le gouvernement fédéral veut faire. Alors, tout de suite, vous le savez, qu'est-ce qu'ils demandent et si vous voulez faire un bid, comme on dirait là-dedans. Là. Et puis encore aussi, ils font des séminaires de formation régulièrement. Et puis, alors, ça aide beaucoup aux entreprises dans les hub zones, disons. Bien sûr, toujours rappeler que les entreprises, par exemple du Québec, doivent s'être implantées, évidemment, au New Hampshire pour pouvoir bénéficier de ça. Mais on comprend ici que quand tu as le Hub Zone, qui est le comté qui est au nord du New Hampshire, que tu veux éventuellement faire des contrats fédéraux, bien, en plus de ça, tu as l'État du New Hampshire qui peut avoir un programme d'assistance technique où là, vous comprenez que mise en contact avec les appels d'offres, bien, c'est aussi du suivi et des contacts politiques. Ça va un peu tout ensemble. Et le New Hampshire est un État très pratique sur l'aspect politique aussi, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de représentants de la population. Next. Et puis, d'autres subventions. On a des programmes. Ça commence avec un groupe qui s'appelle CDFA, Community Development Finance Authority. Et ça encore, on vous aide avec tout ça, qui ont des subventions jusqu'à 100 000 dollars. Il y a aussi un programme qui s'appelle On the Job Training, où pour faire la formation, c'est l'État du New Hampshire qui paye 50%. Cette formation est donnée par un système de collège au New Hampshire qui s'appelle le Community College. Et puis, dans Coos County, c'est le White Mountain Community College. Ils font même la formation sur place dans votre entreprise. Next. Et puis ça encore, c'est le job training que je parlais tout à l'heure. Ça embarque aussi avec ceux qui sont sur le chômage. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut, vous pouvez les employer, disons, pour jusqu'à 6 mois. Et puis encore, c'est l'État qui paye 50% de leur salaire, qu'il faut être au moins à 15 $ de l'heure. Next. Un autre programme, là, celui-là, c'est moins fort comme c'est là parce que le chômage est un petit peu plus bas. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ceux qui sont sur le chômage, s'ils veulent se présenter chez vous, c'est l'État qui le paye pour 24 heures à chaque semaine jusqu'à 6 semaines. Et qu'est-ce qui arrive, c'est ça vous donne la chance de les engager ou de dire, bon, ben ça ne marche pas avec cette personne-là. Et puis, il n'y a pas de responsabilité plus loin que ça en avançant. Crédit d'impôt vers la recherche et développement jusqu'à 50 000 $ par année. Il y en a beaucoup des entreprises dans Coos County qu'ils ont régulièrement 15 000 $ par année envers ça.
On a aussi comme le programme COREX, nous autres, ça s'appelle Office of International Commerce, qui font justement, ils vous aident avec l'exportation de vos produits dans les pays partout au monde. Ils aident avec le financement, les ressources marketing. Et ils font au moins 3 ou 4 missions à l'étranger à chaque année. Beaucoup de liens aussi avec l'Irlande, l'Angleterre et même beaucoup de pays arabes à partir du New Hampshire. C'est très intéressant. Oui, l'Allemagne, oui, c'est vrai. Next. Et puis, les subventions communautaires, ça, c'est un programme fédéral qui aide aux entreprises d'emprunter jusqu'à 750 000 $ s'ils ont un nouveau projet, ils veulent acheter, disons, la machinerie ou des choses comme ça. Encore, c'est un autre programme. Et quelques petits exemples d'immobilier dans le village de Colebrook, qui est à peu près 20-25 minutes de Quaticook et moins d'1 heure à Sherbrooke. Next. Voici un des bâtiments à Colebrook. Et puis un autre à Groveton qui est à peu près 30 minutes de la frontière. Next. On est toujours à peu près dans 3 $ du pied carré, net, plus ou moins. Oui, justement. Et puis à Berlin, où ce que notre ami Serge Desflex y est aujourd'hui, un entrepôt de 50 000 pieds carrés. Next. Oui. Alors voilà. L'objectif, c'est de vous donner un exemple. Évidemment, toutes les coordonnées des personnes vont être fournies par la Chambre de commerce là, après la présentation. Merci, Benoît. Ce que l'on va faire maintenant, c'est entendre 4 de nos entrepreneurs. On va commencer par Benoît Frappier, par la suite Marie-Josée Vaillant et Serge Jacques de Deflex, puis on va terminer avec Régent Cahouette. Et après ça, on pourra ouvrir les questions à tous. Alors, Benoît, Ben Moore, belle entreprise de Saint-Hyacinthe, qui est rendue aux États-Unis. Oui, bien, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de partager ces moments avec vous. D'autant plus que je connais Benoît depuis quelques années. Il m'avait invité à Montréal il y a une dizaine d'années à faire une présentation sur mon expérience à New Hampshire. C'est un peu spécial. C'est l'ancien propriétaire qui m'a appelé et dit « Ben, j'aimerais que tu achètes ma compagnie. » C'est assez rare que le vendeur appelle directement l'acheteur. Fait que depuis 17 ans, on a une entreprise qui est spécialisée dans le militaire. Et puis, dans le militaire, il faut dire que le Buy American Act, c'est pas grand-chose, dans le fond. À part que d'être situé aux États-Unis, mais il y a deux autres normes par-dessus, la norme militaire AS 9100 et le CMMC, qui est une norme de sécurité excessivement élevée pour la sécurité informatique. Comment notre information avec le gouvernement et avec les compagnies d'aviation, nous traitons leur information dans nos systèmes. Et ceux qui ne seront pas CMMC, ça va devenir impossible de vendre au gouvernement américain. Je ne sais pas si vous êtes au courant, M. Lamontagne. C'est une norme de 1400 pages. Nous, on a écrit un livre de 900 pages, Ben Moore, pour le résumer à nos employés. Et j'invite tout le monde, s'ils ne sont pas CMMC, de regarder cette norme-là parce que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas quand ils vont l'impliquer pour de bon, mais je pense que ça s'en vient. Nous aussi, à tarde énormément. Et pour ça, on est à la recherche actuellement depuis 4 mois. À travers les États-Unis ou le Canada, on ne trouve personne parce que c'est excessivement chirurgical. On veut avoir quelqu'un. J'ai quelqu'un ici au Canada en sécurité, mais là, on en veut un pour les États-Unis pour être sûr qu'on rencontre bien cette norme-là. Donc, nous, on fait du câble. Naturellement, on est intégré verticalement dans tout ce qu'on fait pour le gouvernement. Quand tu es intégré de A à Z, on achète notre acier, on transforme nos embouts nous-mêmes, on achète notre fil aux États-Unis, on étire notre fil, on fait nos torons, après ça, on fait notre closer. Tout est intégré verticalement pour être sûr à 100% qu'on a une traçabilité de A à Z. Et ça va très, 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 très bien. Si tu essaies de jouer avec ça,
bien, tu prends des chances. Et nous autres, des chances, on n'aime pas ça. Donc, on n'en prend pas. Et puis, c'est drôle, hein, parce que dans le côté du cadre de l'aviation, c'est 2 entreprises canadiennes qui ont à peu près 80% du marché. Benmore et Central Wire, qui est dans Pomfret, Connecticut, en Floride, 2 plans en Floride, puis nous, du New Hampshire. Fait que c'est spécial, je trouve ça le fun. Puis le marché américain, bien, un autre volet qui, de 2 ans passés, nous a beaucoup, beaucoup affecté, c'était le tarif des produits asiatiques. Quand il y a plus que le pourcentage exact, je ne suis pas comptable, mais je pense que c'était 3%. Donc, ma matière première, si j'ai un câble d'acier qui représente, mettons, 10% de mon produit fini, eh bien, il faut que je taxe mon prix de vente de 25% comparé à mon usine américaine ou mes compétiteurs américains. Pour marcher comme, c'est quand même différent, mais pour marcher comme Amazon, quand ils achètent de nous, ils nous facturent leur prix de vente de détail. Donc, on avait comme une taxe de 75-80%. Ce qu'on n'était plus. On est bon pour 10-15%, mais 80%, ce n'est pas possible. Donc, on a pris nos contrats. Tout ce que j'avais aux États-Unis, je l'ai envoyé au New Hampshire. Et c'était 4 millions US de business que j'ai transféré du Québec. J'étais excessivement. C'était très difficile pour moi de faire ça, mais ça a été très, très profitable pour nous de le faire parce qu'on a gardé nos clients. Je n'aurais pas été capable de conserver mes clients si je n'avais pas déménagé cette business-là aux États-Unis. Là, on parle de 3M. On parle des États-Unis, l'irrigation des sols, c'est très important parce qu'il fait plus chaud qu'ici. Et puis, tous ces domaines agricoles et le domaine de 3M qui ont les harnais de sécurité, c'est tout fait maintenant aux États-Unis. Donc, la présence de ma présence aux États-Unis m'a permis de grossir mon entreprise, même avec les protections que les Américains se donnent. Donc, mais sans problème. Un coup que le business est transféré, j'en ai aucun problème. Là, à ce moment-là, il y a des partenaires aux États-Unis qu'on peut faire affaire avec la Corée du Sud, par exemple. Il n'y a pas de tarif. Taïwan, il n'y a pas de tarif comme la Chine. Donc, il y a des alliances qu'on peut faire internationales pour maintenir un coût relativement bas pour être compétitif, pour apporter des contrats. On avait déjà été dans l'automobile, mais mon marché d'automobile, je ne recommanderais pas ça à mon pire ennemi. Donc, quand c'est 1% de ta business, ça ne te dérange pas trop, mais mettons que c'est d'une girouette, le business d'automotive aux États-Unis. Donc, c'est un peu l'expérience que j'ai et je veux vous confier que maintenant, j'ai un autre ami qui est dans l'État du Rhode Island, Illinois puis la Floride, il m'a approché. On a signé le LOI vendredi passé. Donc, on va faire cette transaction-là, qui lui, il est beaucoup plus dans l'acier inoxydable pour les business de ventilation dans les étables et pour les quais dans le sud des États-Unis et toute la côte pour lever les bateaux. Donc, ça aussi, ça va être une belle percée aux États-Unis, qui a la chance que cet entrepreneur-là, qui m'a aidé quand j'ai parti Benmore il y a 30 ans, m'a prêté 1 million. C'est comme ça que Benmore est venu. Je ne savais pas parler anglais, donc j'avais demandé à un ami d'écrire une lettre à Bill Perrault, qui travaillait à ce moment-là pour Criterion Steel Metal. Et puis, il dit « Whatever Ben wants, I'll do it for him ». J'étais tellement fier. Donc, il m'a ouvert un compte de 1 million. Après ça, j'ai pris la lettre de Bill Perrault, puis je l'ai faite à son compétiteur, qui était Loose & Company. Puis lui aussi, il m'a donné 1 million de comptes recevables. Et puis, j'ai pu commencer à faire la business avec Ben Wider. Ben Wider, qui était le fabricant de machines à exercice. Donc, c'est un peu ça l'histoire de Benmore au début et aux États-Unis. Excellent. Benoît, merci. De toute façon, tu vas être là pour répondre à des questions. Là, c'est intéressant parce qu'on passe à quelqu'un qui fait de la distribution, donc une entreprise qui est née à Amenard au Québec et qui s'est installée à Colebrook, 15 minutes de Quaticook, pour poursuivre la distribution. Ça fait qu'on n'est pas juste dans le manufacturier, mais on tombe vraiment dans un autre domaine qui est la distribution. Alors, Marie-Josée Vaillant. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité à votre événement aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir collaborer l'échange entre le Québec et le New Hampshire. Alors, moi, ça va faire depuis 2003 que je me suis installée au New Hampshire. Comme j'expliquais avant, j'ai été 10 ans en Floride. Mais pour des raisons d'affaires,
On trouvait qu'on était trop loin de notre branche au Québec, alors on a cherché à s'installer dans le New England, puis on a visité le Vermont, le Maine, puis qu'est-ce qui nous a attirés au New Hampshire. C'est sûr qu'après ma rencontre avec Benoît Lamontagne, qui m'avait expliqué tous les avantages taxes et fiscales qu'il y avait de s'installer au New Hampshire, ben, c'est sûr que j'ai trouvé ça très intéressant. Ce que j'ai beaucoup apprécié de cet État, c'est que tout ce qui est gouvernement, politique, institutions sont vraiment là pour nous supporter. Étant donné que le New Hampshire est à peu près 1 300 000 habitants, on a beaucoup de services et le service est très rapide. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié de Benoît et de son équipe, que ce soit le gouverneur ou le commissionnaire qui était là, c'était vraiment le support et le service rapide qu'on avait parce que, comme vous savez, en entreprise, le temps est très important. On n'a jamais le temps d'attendre très longtemps après les choses. Fait qu'on veut que les choses se passent rapidement parce que c'est ça les affaires. Alors, moi, quand j'ai commencé à regarder, à m'installer dans le New England, c'était autour, pour vous donner une idée, de mars-avril. Puis, j'avais rien de fait, là. C'était mars-avril 2003. Quand j'ai rencontré Benoît au mois d'avril, là, c'était clair pour moi et mon équipe qu'on s'installait au New Hampshire. Alors là, Benoît m'a fait rencontrer les institutions financières de la région qui étaient proches de Colebrook. Ensuite, il m'a fait rencontrer les gens qui étaient sur, je dirais, le système gouvernemental à Colebrook et les Selectmen. C'est comme le maire, mais ce n'est pas tout à fait le même système. Il m'a fait rencontrer les gens qui pouvaient m'apporter le soutien financier que j'avais besoin. Il a réuni tout ce beau monde-là dans une salle de rencontre. Puis là, j'avais la chance de pouvoir rencontrer tout le monde en même temps. Alors, c'est là que ça a parti. Alors, là, je parle du mois d'avril. En juillet, je commençais la construction de notre warehouse. On prenait la première pelletée de terre, il y avait une photo. En décembre 2003, je déménageais toute mon entreprise, la Floride, au New Hampshire. Ça vous donne l'idée, la rapidité. Il n'y avait rien de construit, là. En juillet, on commençait les travaux du warehouse. En décembre, parce que pour moi, la période la meilleure pour déménager mon entreprise de la Floride, c'était le congé des fêtes une fois qu'on avait livré toutes nos commandes avant Noël. Alors, j'avais 2 semaines pour tout transporter mon inventaire, mes équipements, déménager les personnes de l'équipe, déménager du New Hampshire, de la Floride. Puis là, pour qu'en janvier 2004, on starte nos opérations. Là. Ça vous donne une idée de la rapidité d'action que j'ai eue et le support que j'ai eu du gouvernement. Puis j'écoutais tous les programmes tantôt que Benoît parlait, là, on the job training, retour au travail, toutes ces opportunités-là de support, de programmes du New Hampshire, moi, j'ai fait affaire avec tous ces programmes-là. Alors, je confirme que ça fonctionne. Et puis, quand des fois, il te manque des éléments ou des détails pour remplir les formulaires, tu appelles quelqu'un, tu as du service rapide. Alors, moi, j'ai fait affaire avec tous ces programmes-là. Puis, pour vous donner une idée aussi, au départ, en 2003, pour installer le warehouse, la marge de crédit que j'avais besoin, financer les équipements, tout ça, c'est à peu près ça, 1 million que je suis allée chercher de support financier de différentes institutions, là, que ce soit la banque qui m'a prêté, mais le gouvernement, le State of New Hampshire offre aussi des programmes pour pouvoir, eux autres aussi, prendre une partie du risque financier que la banque ne veut pas prendre. Alors, moi, j'ai aussi eu tous ces programmes-là. Puis ça, je parle de 2003-2004.
Puis, c'est sûr que le fait que moi, j'étais déjà installée en Floride depuis 10 ans, j'ai passé à travers tous les setups de visa de travail. Ensuite, je suis allée chercher ma green card. Je suis devenue citoyenne américaine en 2001. Fait que quand j'ai décidé de m'installer, je n'ai pas perdu ma citoyenneté canadienne, mais je suis devenue citoyenne américaine en 2001. Fait que quand je décide de m'installer au New Hampshire, ben c'est sûr que le fait que j'étais rendue américaine à cette période-là, ça m'a donné aussi accès à d'autres programmes. Le fait que 51 de l'entreprise appartenait à une américaine, ça l'a aussi aidé. Alors, et puis encore aujourd'hui, je parle de 2020, 2021. C'est sûr qu'il y a eu la crise de la COVID-19 l'année passée. Ben encore là, l'État du New Hampshire a été très rapide. Avez-vous besoin de quelque chose? On a ces programmes-là. Le fédéral a ces programmes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Encore là, Benoît, pendant la période de la COVID-19, il nous appelait à toutes les semaines pour nous demander comment ça allait, Keops. OK, avez-vous besoin de quelque chose? On peut-tu vous aider? Mettons, c'est comme on a passé cette période-là aussi de la COVID, en tout cas beaucoup plus facile que d'autres entreprises parce que dès qu'on avait des questions, des choses qu'on voulait vérifier, parce qu'il y a eu toutes sortes de situations qu'il a fallu gérer, Benoît était toujours là. Si Benoît n'avait pas les réponses, il trouvait quelqu'un. Moi, c'est plus de cette expérience-là que je voulais partager ce matin. C'est le New Hampshire, c'est comme une petite famille. Après quelques années, on se connaît tous. Et puis, on est rendu amis. Je suis rendue amie avec Benoît, amie avec le conseiller qui est juste en dessous du gouverneur, qui est Joe Kenney, avec certains commissionnaires aussi. C'est comme le contact avec les représentants du gouvernement est très, très simple et facile d'approche. Je dois mentionner aussi, Marie-Josée, que même à Colebrook, vous êtes devenu quand même quelqu'un de très important. Enfin, tu sais, l'implication dans la société locale à Colebrook paraît, je l'ai su moi-même avec quelques expériences avec des clients. Donc, c'était très intéressant. Puis, on pourra y revenir avec les questions si des gens veulent plus en entendre un peu sur ce petit côté-là. Puis, merci, Marie-Josée. Je laisse la parole à Serge Jacques, puis par la suite, après ça, Régent Carouette qui peut te parler aussi de son expérience. Bien, bonjour tout le monde. Merci à la Chambre de commerce de cette invitation et le New Hampshire aussi, avec Benoît. Écoutez, Deflex Composite est à Saint-Victor-de-Beauce au Québec. Ça fait quand même 28 ans qu'elle existe au Québec. En 2016, on a décidé de faire un saut, non seulement parce que on l'a décidé nous-mêmes, mais c'était beaucoup demandé par mon client qui est Volvo Group, une compagnie suédoise, qui faisait des autobus partout dans le monde. C'est très, très gros, bien implanté aussi aux États-Unis, cette entreprise-là. Et puis, il nous demandait d'avoir du contenu américain, tout simplement, parce que le contenu américain montait d'année en année. Et puis, pas plus tard que l'année passée, je pense que ça a tombé à 70-30. Et ils n'atteignaient pas leur pourcentage au niveau du contenu américain. Fait qu'à un moment donné, il y a eu une approche. C'était ici chez Deflex avec Volvo, puis ça t'intéresserait-tu de mettre un pied de l'autre côté? Je dois dire, par exemple, que 4-5 ans avant cette demande-là, j'avais rencontré justement à la Chambre de commerce de Sherbrooke une présentation au Hilton avec Benoît et son équipe. Je commençais déjà à sentir que je voulais mettre un pied du côté américain. Ça m'intéressait. Je voyais le marché. On va dire, comme on dit, la manne est plus grosse un peu qu'au Canada. Fait que ça me tentait de vouloir mettre un pied de l'autre côté. De savoir comment, je ne le savais pas, mais c'est de s'informer, puis c'est d'aller voir justement des groupes de développement et tout ça qui fait qu'à un moment donné, on s'enrichit d'informations et on est capable de prendre une décision beaucoup plus éclairée et sûre.
Et puis, on a décidé d'embarquer avec Volvo. Et dit oui, c'est beau, on embarque. On a fait toutes les démarches possibles pour s'y installer, tout ça. Et on a fait des visites avec Benoît aussi régulièrement, plusieurs sites de sites industriels pour trouver la bonne place et tout ça. Et moi, j'ai tombé en amour avec Berlin. Et tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait une culture encore québécoise. Puis je trouvais que c'était important de la culture en affaires. Ça, c'est la première chose qu'il faut regarder. On ne peut pas s'implanter du côté américain et se lancer les yeux fermés et dire on va changer le monde. Et bien souvent, c'est nous autres qui se fait changer. Quand on attaque la culture, là, c'est fragile. On a tombé, justement, on s'est installé à Berlin. Et à Berlin, il y a encore 20-25% de translation. Les anciens sont encore là. Fait que, quand j'embauche, c'est une facilité, tout simplement parce que mon grand-père parlait français, puis il venait de Quaticook, puis il venait de l'Est, puis il vient un peu partout. Fait que, il y a encore quand même une forme de racine québécoise qui reste encore dans le cœur des gens là-bas. Et ça fait un très, très bon fit avec l'entreprise et tout ça. Fait que ça va super bien. Ça c'est un bon coup. Mais après m'avoir visité plusieurs avec Benoît aussi, quand il m'a présenté Berlin, ça n'a pas pris 5 minutes, on était décidé, c'est là qu'on s'installe. C'était super bien. Deflex Innovation du côté américain, ici au Canada, c'est Deflex Composite. On a gardé un petit peu les mêmes entités, là, tout simplement pour garder les liens de communication avec la clientèle et tout ça, et pas tout chambarder. Deflex Innovation fabrique justement les pièces pour les autobus transport en commun pour les villes de Chicago, New York et partout aux États-Unis. Fait que c'est les pièces de body. On appelle ça la robe de l'autobus en entier. Fait qu'on fait des livraisons à Plattsburgh, US pour US et US pour Canada aussi, pour qu'on va livrer à Saint-Eustache, à Montréal. On fabrique aussi des pièces d'autobus pour des personnes à mobilité restreinte dans la ville de Boston. Fait que c'est tous des petits autobus qui demandent de la composite tout le tour et tout ça. Fait qu'on est vraiment dans le monde du transport. Du côté américain, on est en train de développer aussi d'autres marchés à l'autre côté pour diversifier un petit peu l'entreprise et continuer à faire grandir notre entreprise du côté américain. Je dois dire qu'on est très bien setupé aussi, les systèmes ERP, les systèmes de traçabilité, les certifications et tout ça. Volvo Group, c'est très gros dans le monde. Ça demande des bonnes structures dans nos entreprises pour pouvoir faire face à des gros joueurs comme ça mondiaux. L'autre affaire que je dois dire aussi, quand on a fait cette démarche-là, comme Marie-Josée le mentionnait, très, très bon support de développement économique du New Hampshire, un bon support, une belle communication, fluidité, transparence. C'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Puis la chance que j'avais aussi, c'est pas pour lancer Benoît, mais avait la chance, moi, de comparer aussi les deux côtés canadiens et américains. Tout simplement parce que j'ai été 15 ans au développement économique de ma région, dans le CLD Robert Clich. Fait que je pouvais voir les programmes de chez nous et faire un peu comparatif avec les programmes aussi qui existaient de l'autre côté. Je peux dire une chose, que ça se tient pas mal. Ça se tient pas mal. Il y a des fois que la vitesse d'exécution de l'autre côté, je pourrais dire que la vitesse est un petit peu plus vite. Mais vous dire en général, c'est très bien. Puis c'est le fun aussi de voir pouvoir se comparer dans les développements économiques, ça fonctionne, puis qu'il y a de l'entraide, puis il y a un beau support qui existe de l'autre côté.
La chose que je dois dire aussi, écoutez, pour moi, Berlin, c'est pas tellement loin. C'est seulement qu'à 3h15 de chez nous. Fait que le matin, je pars de bonne heure, j'arrive là-bas à 9h, 9h15. Et puis, c'est juste l'effet de la distance fait en sorte qu'on est capable de faire des choses plus rapidement et tout ça. Il y a des choses, il y a des bugs. Dans des entreprises, on connaît tout un petit peu des problématiques et tout ça. Fait que c'est facile pour moi parce que la distance est très proche. Puis, c'est comme aller à Montréal, pour moi, c'est rien. Puis, je passe en face de chez Marie-Josée tous les semaines. Hey, Serge, t'arrêteras de nous dire bonjour à un moment donné, là. Oui. Ah, sûr. T'es trop occupé. Oui. Et puis, c'est ça. Ça va bien aux lignes aussi. Serge, je ne veux pas te couper, mais vu que tu passes pas mal souvent la frontière, est-ce que tu as senti des difficultés quelconques depuis la COVID? Parce qu'on sait très bien que, évidemment, service essentiel, bon, dans ce cas-ci, tu as une entreprise, mais est-ce que ça a posé des questionnements à un moment donné? Parce que je sais que tu passes la frontière régulièrement. Bon, je dois vous dire que quand la COVID a commencé, il y avait un petit peu plus de questions pointues. Et je redis ça justement que c'est de valeur quand même, là, mais quand on ne sait pas, on est dans le néant. On pose des questions, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la question est pertinente. Fait que je me suis rendu compte que les gars, les personnes aux lignes ne savaient pas totalement. On rentre dans une pandémie que personne ne connaît. Tout le monde dit n'importe quoi. Puis, je me suis rendu compte que les borderline, on parlait avec eux, puis bon, ils posaient des questions de bonne foi, de correct, sans savoir où on s'en allait avec ça. En tout cas, il y avait l'impression d'avoir fait le devoir. Bravo, on s'en va avec ça. Mais pas longtemps après, écoutez, je passe aux lignes. Ils ne parlent pas de la COVID partout. Ils me parlent de mon entreprise, si ça va bien, bien ouais, tout ça. Je passe tout le temps aux mêmes lignes. Ils me connaissent totalement. Et puis, du monde smart, c'est vraiment pas dur. Vraiment pas dur. Il s'agit d'avoir nos papiers en règle et tout ça. Puis, merci Serge. Oui, Benoît? Oui, OK. C'est quoi les documents que tu as besoin pour t'inverser? T'as-tu juste une LA1 ou si toi aussi tu as ta green card? C'est un LA1, oui. C'est ça, un work permit seulement. OK. Et puis, je passe là. Mais tu sais, je vais 2 jours par semaine, moi. Fait que le jeudi et vendredi. Le vendredi, je reviens. Aux lignes canadiennes, il faut remplir un document qui arrive, qui s'appelle ArriveCam, qui est fédéral. Il te donne un code d'accès. Et puis, tu présentes ton code à l'entrée. Et puis, tu passes. C'est un paquet de questions au préalable que tu as répondu. Puis ça va super bien. Donc, il n'y a pas de quarantaine en revenant avec le numéro? Écoute, bonne question, Benoît, parce que je vais te dire, la quarantaine, je m'étais fait poser la question à un moment donné, tu sais, quand tout le monde est dans le néant. Je m'étais fait poser la question, vas-tu être en quarantaine? Tu es obligé d'être en quarantaine, puis en quarantaine de l'autre côté et tout. Là, il dit, va être en quarantaine à l'année. Je ne peux pas faire ça. Fait que j'avais appelé mon avocate qui s'occupe du work permit et elle m'avait mentionné que, tout simplement, elle dit non, il n'y a aucune règle là-dessus. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Par contre, on fait attention. Je peux vous dire une affaire. De l'autre côté, je n'ai pas fait par exprès. On n'allait pas dans les restaurants, ces affaires-là. On allait à l'épicerie, c'était fini. On faisait notre lunch chez nous. On limitait les choses là, parce que je voyage, je ne veux pas créer des problèmes ici au Canada non plus. Parfait, Serge, merci. Je passe la parole à Régent quelques minutes, puis en plus, Régent aussi, tu pourras avoir le mot de la fin. Avant qu'on passe aux questions, je vous rappelle que la présentation de Benoît Lamontagne va être sur le site de la Chambre de commerce. Donc, si vous voulez la revoir, vous pouvez retourner sur le site de la Chambre de commerce, vous allez la voir. On passe aux questions tout de suite après Régent Carouette. Bon matin à tous les participants et nos amis de la Nouvelle-Angleterre, ainsi que les entrepreneurs québécois qui ont eu le courage d'aller s'installer aux États-Unis. Je travaille avec les Américains depuis 50 ans avec beaucoup de succès.
Mais il faut toujours se tenir informé des politiques américaines qui affectent nos compagnies exportatrices. Qui aurait pensé que la dernière administration américaine aurait mis des tarifs sur l'acier et l'aluminium avec la justification que c'est pour la sécurité nationale? Eh bien, c'est arrivé. Puis vu que c'est arrivé, il y a bien des chances que ça arrive encore. Il faut toujours avoir un plan B. Personnellement, j'ai payé le tarif sur 2 commandes d'acier de plusieurs milliers de dollars, mais vu que je transforme l'acier et que le produit fini retourne aux États-Unis, j'ai appliqué le duty drawback avec mon courtier en douane, puis j'ai la majorité du 25 sauf qu'ils n'ont pas donné le 25 sur la scrap, sur le rebut, seulement sur les livres de métal retournés aux États-Unis transformés. Mais ça l'a pris 7 mois. Ça, c'est le dossier. Pouce d'épais, les formulaires. Il ne faut pas attendre après ça pour vivre, mais finalement, on en finit, là. Ça se règle, ça. Mais tout ça pour dire que depuis plusieurs années que je suis en affaires, depuis 1994, il est arrivé plusieurs fois où j'ai pensé aller m'installer aux États-Unis. Puis c'est un plan B que je conserve toujours, ça. Si jamais, pour toutes sortes de raisons, on m'empêche d'exporter mes produits aux États-Unis, qui est la majorité de mes compagnies. Le soir, le lendemain, je suis aux États-Unis. Benoît, je vais aller voir Benoît sur son patio, là, puis ça va presser, là. Mais il faut quand même être positif et penser que des deux côtés de la frontière, il va y avoir des ententes qui vont faire qu'on va pouvoir continuer à faire notre exportation, qui est 85 de nos produits. C'est pas rien, c'est très, très, très important. Sur ce, je laisse la parole à Pierre. Ben, Louise, qui peut s'occuper des questions, s'il y en a, allez-y, hein, c'est ouvert à tous. S'il y a des gens qui ont des questions. Pour les panélistes, pour Roger de la Montagne, pour Benoît. Allez-y. Il y avait M. Tremblay qui posait la question, est-ce que le Buy American Act est à l'encontre des accords de libre-échange? Ovid, mes doigts sont trop gros. Is the Buy American Act against the Free Trade Agreement? That's an interesting question. Bonne question. Ma recherche, j'ai aperçu que avec le nouveau traité entre le Mexique, puis le Canada, puis les États-Unis, le Mexique était donné une exemption de le Buy America Act, mais pas le Canada, puis je ne suis pas certain pourquoi. Mais peut-être dans des secteurs, il y a des exceptions, mais la question, c'est très propre pour le demander. L'idée, parce qu'il y en a un autre statut, c'est called the Trade Agreements Act. Ça crée l'exception pour les pays qui sont étrangers de nous autres, mais eux autres, ils ont donné la permission de vendre les produits, entrer le marché avec le gouvernement fédéral. Mais la raison que ce n'est pas complète avec le Canada, ce n'est pas certain, mais c'est comme le questionnaire a demandé, c'est contre l'idée de libre-échange. Malgré. Il y avait une deuxième question. Si les Américains peuvent donner la préférence aux entreprises locales sous le libre-échange, nous avons donc le droit de favoriser nos entreprises aux dépens des Américains. Est-ce une bonne conclusion? Ultimement, oui. C'est sûr que sur le plan politique, lorsqu'on discute ici avec les politiciens, les mêmes questions se posent, puis c'est normal. Bon, évidemment, l'avantage au Canada, c'est que les provinces peuvent discuter avec le fédéral de façon plus directe. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui proposent effectivement qu'on puisse favoriser aussi nos entreprises
c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque les Américains veulent favoriser leurs entreprises, on leur dit, ben voilà, on s'installe de l'autre côté, une succursale, comme Ovid mentionnait au début, et ça permet de bénéficier des mêmes avantages qu'une entreprise américaine en étant de l'autre côté. C'est la question. J'ai Marc, je vais aller chercher Marc Vaillancourt, il y a une question. Marc, c'est à votre tour, si vous voulez. Marc, votre micro. Oui, il n'y a pas son micro. Marc Marc. Vaillancourt, caméra Voilà, micro. Bonjour, voilà. Marc Vaillancourt. Bonjour, Alors, Marc bonjour. Vaillancourt est un avocat de Sherbrooke qui fait beaucoup d'international. Oui, allez, Marc, Alors, ta question. Bonjour tout le monde. Félicitations pour la présentation, Pierre et M. Lamontagne et toute l'équipe. C'était vraiment intéressant. Nous, on a le mandat d'implanter une compagnie européenne en Amérique du Nord. Et Pierre était déjà sur le dossier et on l'implante à Sherbrooke avec le groupe de Sherbrooke-Innopol. Et on veut aussi l'implanter aux États-Unis. Et les questions qu'on nous pose couramment, c'est d'obtenir la green card ou le droit de travailler aux États-Unis pour des Européens. Alors, est-ce que c'est compliqué? Ovid, peut-être, green card pour des employés européens qui veulent s'installer aux États-Unis? Ce n'est pas ma région d'expertise. Il y a des avocats qui sont experts, comme Serge a remarqué, d'obtenir les green cards et tout ça. Pour moi, je pense que c'est assez facile, mais il y a, en général, il y a des conditions qu'on a besoin d'établir pour recevoir le green card, mais ça ne devrait pas être trop difficile. Et quand on parle de période de temps, ça peut prendre combien de temps avant d'avoir l'autorisation de travailler aux États-Unis? Avec le COVID, je crois que ça prend plus de temps, mais je ne suis pas certain le montant. Peut-être Benoît est plus familier avec ça, le procède, puis le temps que ça prend. Ben moi encore, je ne suis pas avocat là, comme vous deux, mais je le sais que normalement, ça prend entre 7-8 mois, même jusqu'à 1 an. Mais il y a déjà eu des moments aussi où dans des cas, disons, plus urgents, là, nous, avec l'État du New Hampshire, on allait vers nos gens de Washington. Je suis bien chanceux d'avoir une bonne amitié avec le consul général des États-Unis à Montréal. Alors, c'est arrivé plus qu'une fois, même c'était pour un des clients à Pierre Harvey, qu'il y avait justement de la misère avec des permis de travail, des cartes vertes. Et puis, j'ai appelé monsieur le consul général pour lui demander pourquoi que ça traîne, qu'est-ce qu'on va faire pour avancer le dossier. Et puis, là, dans ces cas-là, ça a pris moins de 6 mois. Fait qu'on a été chanceux, mais c'est comme Ovid nous a dit, avec le COVID, là, ça a l'air qu'ils sont plus en arrière, disons, que la normale. Alors, faudrait vraiment demander un avocat qui est spécialisé dans le domaine. C'est évident que sur l'aspect du lobby politique, on a toujours préféré faire intervenir, notamment dans le New Hampshire, les sénateurs locaux du New Hampshire qui sont à Washington et qui peuvent aussi appuyer le consul des États-Unis à Montréal. Ça, dans beaucoup de cas, ça a débloqué. Mais dans le cas qu'on parle, c'était Inter-USA et ça a pris moins de 3 mois. Madame Vaillant voulait intervenir? Oui, Marie-Josée, peut-être, histoire de ça. Oui, encore là, moi, je ne suis pas une avocate, mais de ce que je peux parler, c'est de mon expérience parce que j'ai eu c'est ça, à aller chercher plusieurs visas de travail et green card. Mais je dirais que normalement, avant d'aller chercher la green card, il y a des étapes avant. Puis la première étape, c'est d'obtenir un visa de travail. Puis ça, tout dépendamment de la sorte de visa de travail,
Exemple, si tu vas chercher un B1 qui est business, ben, c'est beaucoup plus rapide que si tu vas chercher un visa. Moi j'en ai été chercher plusieurs, c'est manager. Je pense que c'est. Je ne me souviens plus du nom, là, ça fait longtemps, mais c'était pour les managers. Ça prend un petit peu plus de temps, mais normalement, tu commences par aller chercher un visa de travail. Encore là, tu en as différentes sortes. Ça peut prendre quelques semaines, 2 mois, 3 mois. Une fois que tu as franchi cette étape-là, il faut que tu t'informes avant de la sorte de visa de travail, mais il y en a plusieurs. Une fois que tu as obtenu ton visa de travail, il peut se transformer en green card. C'est la deuxième étape. Encore là, il faut que la personne qui veut avoir sa green card, il faut vraiment qu'elle dise « Je m'installe aux États-Unis et je deviens résident des États-Unis ». Ça, c'est une étape, là. Et la green card, généralement, c'est entre 6 mois et 1 an que ça prend. Et c'est vrai que pendant la COVID-19, les délais se sont rallongés. Mais là, je crois que cette année, ça va revenir un peu plus à la normale. Mais c'est ce que je pourrais donner comme information. Mais normalement, avant la green card, tu vas chercher un permis de travail. Voilà, merci. Merci pour l'information. Il y a Jérôme Pollack qui est avec nous, qui avait une question. Il avait levé la main. OK. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, j'avais une question. Je travaille pour Tecna à Sherbrooke. Oui. On est Tecna, 160 employés, puis bon, c'est pas mal diversifié. Maintenant, on est implanté en Europe, en Chine, puis on est en forte croissance. Puis, en fait, le but de ma présence aujourd'hui, moi, ça fait 10 ans que je m'occupe du marché américain, donc on exporte énormément aux États-Unis. Et j'essaie de comprendre comment le Buy American Act pouvait impacter éventuellement nos exportations aux États-Unis. Et je pense que j'ai vu une slide qui définissait un petit peu le Buy American Act. Ce que j'ai vu, c'était que c'était pour les contrats fédéraux. J'ai vu qu'on parlait d'acier. Fait que, par exemple, dans une compagnie de haute technologie comme Tecna, où on fabrique par exemple des poudres de titane pour l'aérospatial ou des choses comme ça, j'ai l'impression que ça ne s'applique pas. Fait que je voulais avoir votre avis sur ce Buy American Act dans un contexte où c'est d'autres types de produits qui sont exportés. Ovid, peut-être, oui. Tu as bien compris, parce que le Buy American Act, c'est seulement pour les contrats avec le gouvernement fédéral. Mais la chose pour peut-être expliquer aussi, c'est une chose de marketing. Comment on dit ça en français, Pierre? Marketing. Le marketing. Pour les gens qui sont plus connaissants des choses, ils demandent la question, est-ce que c'est construit ici dans les États-Unis? Est-ce que c'est une compagnie qui fait leur usine ici? C'est une chose de marketing, je trouve. Puis, les clients que j'ai travaillé avec anciennement, c'est ça la motivation, c'était de se implanter dans les États-Unis pour être capable de entrer le marché avec le Buy America label. Pas parce que la loi était impliquée, mais parce que c'était une manière d'agrandir le marché pour eux autres. C'est ça. Vous êtes toujours le bienvenu ici à New Hampshire, Barima. Mais non, effectivement, dans le cas de Tecna, là, pour connaître un petit peu les produits, Jérôme, c'est sûr qu'il n'y a pas d'impact là-dessus. Puis évidemment, embarque aussi dans tout ça la spécificité de ce que vous faites et le niveau de précision qui fait que pour un Américain, peut-être ça ne se fait pas nécessairement. Et là, vous pouvez avoir certaines exemptions puis plein d'avantages. Dans d'autres cas, même pour des contrats privés où il y a du financement d'État ou de ville, mais encore là, ça peut devenir un avantage, surtout si, par exemple, un Américain ne peut pas faire exactement ce que vous faites. Il peut y avoir plein de dossiers pour le faire. Bien reçu, merci. Monsieur Jacques, tantôt, vous aviez la main levée. Votre micro. Oui, c'était seulement pour faire du pouce sur Marie-Josée pour Maître Vaillancourt.
Écoutez, c'est vrai, c'est le work permit qui commence avec une diversité. J'ai un TM pour mon ingénierie. Je demande plusieurs ça. Mais c'est vraiment les portes d'entrée avant d'aller dans le green card. Et puis, par la suite, le green card, nous autres, on fait le travail là-dessus. C'est ceux qui vont l'offrir, le work permit, à peu près pour 6 ans, des phases de 3 ans. Ils peuvent aller jusqu'à 9 ans. Ça force un petit peu plus, par exemple, rendu là. Mais après ça, là, il faut vraiment se positionner et dire, OK, on va chercher la green card à ce moment. Et c'est seulement pour faire du pouce un petit peu sur Marie-Josée. Moi, j'aurais une question, M. Jacques. Est-ce que vous avez pris la citoyenneté américaine? Non, du tout. Je suis encore sur le work permit. OK. Donc, vous pouvez traverser la frontière parce que votre entreprise est sur le côté américain. Oui, exactement. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les gens, est-ce qu'ils lèvent les mains? Ah, M. Paquet. Je suis un peu curieux de la green card parce que toi, Serge, tu n'as pas l'air à vouloir déménager aux États-Unis. Ton cœur n'est pas prêt. Tu parlais de culture un peu tantôt. C'est vrai que la culture du New Hampshire me ressemble plus que celle de la Floride, mettons. Mais Marie-Josée, toi, tu as décidé de déménager aux États-Unis parce que tu étais en allant à Floride, c'était plus difficile de revenir au Québec. Là. Mais quel est l'avantage d'avoir la green card et demeurer au Canada? Moi, je ne demeure pas au Canada, là. Non, mais moi, si je veux avoir ma green card et je veux rester au Canada, est-ce que j'ai un avantage? Vous ne pouvez pas demander une green card puis rester résident du Canada, là, ça ne marche pas. Green card exige la résidence aux États-Unis. Bien sûr, parce que la green card, on t'accorde le privilège de devenir résident des États-Unis sans être citoyen. C'est ça. Fait que, oubliez ça, demander une green card puis de rester au Québec, ça ne marche pas. Là. Pour la majorité des entreprises, pour la majorité des entreprises, ce qui est important de comprendre, c'est que la green card, c'est une chose. Cependant, même pour des Français ou des Européens ou de partout, le principe d'un permis de travail basé sur l'entreprise, un visa comme ça, c'est amplement suffisant pour faire tout ce qu'on a à faire. Exactement. À moins d'y voir un désir personnel d'habiter, même habiter aux États-Unis avec une green card, c'est important que les entreprises comprennent que ce n'est pas nécessaire de s'ajouter ça dans la stratégie de pénétration du marché américain. Le visa d'affaires est amplement suffisant pour la majorité des entreprises pour ce qu'ils veulent faire. Alors que la green card, c'est vraiment une autre étape qui peut devenir même politique dans certains cas, mais c'est un choix personnel. Mais évidemment, le visa d'affaires pour les États-Unis permet de conserver tous les avantages du Québec. C'est quand même pas banal non plus. Toi, Serge, je m'excuse, d'accord, je veux juste. Parce que tu parlais tantôt, Serge. Moi, j'ai une LA1, LEA, et puis tous les 2 ans, il faut que je la renouvelle. Toi, tu m'as parlé que tu en avais un de 5 à 6 ans? Non. À toutes les phases de 3 ans, il faut que je renouvelle. C'est 3 ans. 3 ans, OK. Oui, non, c'est pas. J'aurais une autre question qu'on n'a pas entendu parler. Peut-être comme Régent tantôt parlait si son plan B irait aux États-Unis. S'il voulait, admettons, faire un joint venture avec une entreprise déjà implantée, est-ce que au New Hampshire, est-ce qu'après ça, de pouvoir aller régulièrement aux États-Unis, admettons qu'il arriverait encore une autre pandémie quelconque, il pourrait voyager régulièrement? Il serait actionnaire d'une entreprise? Il serait... En fait, oui. Dès qu'il y a une participation du Québécois dans une entreprise américaine, cet aspect-là du visa de travail s'implique aussi. Comment? Est-ce qu'il faut que ce soit 51 ou juste une participation? Ben, ça dépend. Le principe d'être travailleur dans l'entreprise comme dirigeant, évidemment, c'est après un poste de dirigeant dans ce cas-ci, bien, ça t'ouvre la porte de facto, que ce soit 20-30 tu as un poste de directeur dans ton entreprise dont tu possèdes une grande partie, ça te permet d'avoir tous les visas de travail quand même. Bon, évidemment, il y en a qui vont aller aussi avec des processus d'investisseurs, par exemple, investir $1 million ou quoi que ce soit
Ça dépend de comment tu deviens co-actionnaire et à quel montant, mais ça ouvre la porte au visa de travail. Bien, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, admettons, le fournisseur de Régent pourrait décider de. Puis Régent pourrait décider de se créer une autre entreprise qui fait en sorte que ça devient une entreprise intégrée pour le Canada et pour les États-Unis, qui fait la traçabilité est bonne. Et là, s'il arrive une autre pandémie, il pourrait, puis une fermeture de frontières, il pourrait traverser quand même assez régulièrement en tant que propriétaire. C'est bien ça, Benoît? Tu ne crois pas, Benoît, Monsieur Lamontagne? C'est quoi, là, encore? Je disais que si, admettons qu'il arrivait une autre pandémie, puis que Régent disait, en dedans de 24 heures, je déménage, mais tu sais, des fois, déménager, on ne sait pas, là. Est-ce que le fait de faire un joint venture avec une entreprise déjà implantée au New Hampshire, qui était, admettons, son fournisseur d'acier, qui lui transfère puis qui exporte à nouveau aux États-Unis, pourrait faire en sorte que s'il arrivait une autre pandémie, fermeture de frontières, il pourrait voyager régulièrement sans comme personne d'affaires. Est-ce qu'il faut un pourcentage d'actionnariat pour ça? Voilà. Encore ça, c'est une question d'avocat. Moi je ne suis pas 100% là, qu'il y aurait, disons, un certain pourcentage. C'est le titre de la personne qui est important dans sa job. Le titre? Oui, bien, son titre. Il peut être actionnaire. Il faut qu'il y ait un rôle physique dans son entreprise, pas juste une coquille. Ovid aurait peut-être une bonne idée avec ça. Je suis agréable avec Pierre parce qu'il a expliqué, je pense que sa réponse est très correcte. La question, c'est qu'est-ce que ton rôle est avec l'entreprise? Est-ce que tu as besoin d'être physiquement dans l'État et puis après ça d'habiter pour un grand pourcentage de temps? Ce n'est pas un pourcentage de joint venture, si c'est 30% ou 50%, ça c'est pas la question ou le critère. OK, c'est intéressant. Voilà. Bonne question. Oui, monsieur. Monsieur Lamontagne, je pense que ma question serait pour vous. Vous semblez faire une énorme différence dans le North New Hampshire et le Sud New Hampshire, dans votre hub. Vous parlez beaucoup du hub du Nord. Moi, je suis dans le Sud. Oui. Moi, je suis dans le Sud, malheureusement. Et puis, je suis quand même toujours invité. Je vous remercie beaucoup. Mais quel est mon désavantage d'être dans le Sud du New Hampshire? Bon, ben, c'est une bonne question, Benoît. C'est pas que vous avez un désavantage, à part du fait que nous, quand on parle aux entreprises du Québec, il y en a beaucoup, c'est de l'expansion. Alors, souvent, ils nous disent disons comme Serge, qu'est-ce qu'il fait? Il nous demande, est-ce qu'on peut être aux États-Unis, être au New Hampshire pour prendre l'avantage du marché américain et du Buy American Act, mais être, disons, 1 heure de Sherbrooke, 2 heures de Sherbrooke, c'est pas trop loin de la frontière. Alors, c'est pas que vous avez un désavantage d'être à Hinsdale, qui est une belle petite place près de la frontière du Massachusetts. C'est seulement que, premièrement, moi, mes responsabilités avec le gouvernement du New Hampshire, c'est les 3 comtés du Nord. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Coos County, qui nous ont aidés à faire Lise Howson, elle nous a aidés avec Coos Economic Development, elle nous a aidés à faire cette présentation aujourd'hui. C'est plus pour ça qu'on parle de Coos dans le nord de l'État, mais c'est pas à dire que venir au New Hampshire puis venir
ou dans le milieu de l'État ou dans le sud de l'État qu'il y a des gros désavantages. Ce n'est pas ça du tout, du tout. Mais si je peux rajouter pour répondre à la question de Benoît, à la place de Benoît qui n'a pas répondu, il y a dans le Nord l'aspect du hub zone. Ça, pour certaines entreprises, ça mérite d'être étudié, réfléchi. Évidemment, le taux de chômage qui peut permettre à des entreprises d'aller chercher plus facilement de la main-d'œuvre, bien sûr que dans le Sud. Serge l'a mentionné tantôt, évidemment, sur la main-d'œuvre. Ça, c'est des éléments. Puis évidemment, le coût au pied carré, on peut dire ce qu'on veut, mais évidemment, c'est beaucoup moins cher. Après ça, ça peut devenir une proximité, comme Serge le mentionne, Marie-Josée aussi, pour se déplacer facilement. Je pense que c'est des éléments comme ça. Le hub zone, il y a des éléments à réfléchir. Évidemment, l'intérêt du taux de chômage, puis le coût au pied carré. C'est sûr que ça, c'est des éléments particuliers. Mais moi, Pierre, c'est parce que je voulais pas mettre le focus sur les désavantages, comme Benoît disait. Il n'y a pas de désavantages à être au New Hampshire. C'est qu'il y a plus d'avantages à être vers le nord, comme c'est là à cause du chômage et les prix qui sont à baisser. Mais... Ouais. Monsieur Frappier. Moi, j'aime bien Balsam. Balsam est dans le sud. Hein? Non, Balsam est dans le nord, juste à côté de Coldbrook. Ah oui? Oui. Le Balsam, il est 30 minutes de la frontière. Oui, c'est ça. Louise, mot de la fin, je te laisse choisir qui fait ça, toi-même, peut-être. Écoute, c'est mon président, c'est lui qui a l'expérience mot de la fin, de l'exportation aux États-Unis. Puis, alors, encore une fois, la présentation est sur le site de la Chambre de commerce, donc tout le monde, vous pouvez aller la chercher. Communiquer avec Benoît, avec Ovid, avec n'importe qui, bon, même avec moi, si jamais. Même la vidéo va être sur le site. Et voilà, alors tout ça va être disponible. Régent, oui, les derniers mots à vous. Ben, écoute, Pierre, encore une fois, c'est très, très intéressant de faire des activités avec toi, Benoît, Ovid. Puis surtout, l'expérience de Marie-Josée, Serge, puis Benoît Frappier, ça a bien confirmé un peu le sales pitch de Benoît Lamontagne. ça donne beaucoup de crédibilité, mais Benoît, tu en as de la crédibilité quand même. Moi, j'aime bien. J'ai bien hâte qu'on puisse échanger en présentiel. Ça nous manque beaucoup. Mais de l'importance du Buy America Act, moi, je veux dire, je suis un firm believer. Quoi qu'il arrive à Ottawa et à Washington, on va toujours être voisins. On a de l'historique ancestral, du changement des gens des cantons de l'Est ou de l'Estrie et de la Nouvelle-Angleterre. Mais ce qui est très important comme entrepreneur dans l'Estrie, c'est de s'informer. Puis vous faites ça très bien, de nous informer sur tous les aspects des politiques américaines qui peuvent être affecter notre exportation aux États-Unis. Puis ça, c'est vital pour nous, là. Et puis, les échanges qu'on fait avec les Américains et les Canadiens, ça aussi, ça, c'est très important parce qu'on parlait tantôt de achat local, c'est beau, mais moi, dans mon produit centrale thermique, je n'ai pas trop de clients au Canada, là. Parce qu'au Canada, on a l'hydroélectricité, puis on a les sortes bitumineux dans l'Ouest, mais comme centrale thermique, là, puis les centrales alentours du lac Ontario, il y en a comme 18-20, c'est du nucléaire. Je ne peux pas vendre mes produits, moi, ça. Mais dans les États-Unis, il y en a encore beaucoup. Fait que, il faut toujours qu'il y ait une place pour envoyer nos produits, là. Mais encore une fois, merci à tout le monde pour ce webinaire qui a été très informatif. Et espérons qu'on va en faire d'autres à l'avenir. In English, just 1 minute. Is Lise Ausen able to open her mic?
Lise, Oui. we need to thank you very much. You're the one who agreed to this and even, you know, spent some funds on this. Lise, the last word would be for you. You're in charge of Cohoes County. You're the director of the Cohoes County Economic Development Corporation. If you could just say a few words to everyone, and again, I thank you personally. Well, good morning. Can you hear me? Yes. Yes. Oh, Yes. great. And I'm sorry, I will have to say this in English, but we very much appreciate the time to share information on the opportunities and resources in Cohoes County in northern New Hampshire. It's always a pleasure to spend time with our neighbors from Quebec. Thank you for joining us today, and I hope you enjoyed the event. Thank you so much. Yes, and Lise is in beautiful Lancaster, New Hampshire. It's such a nice little place. It's beautiful, the beautiful area. Well, Again, thank you. Merci beaucoup à vous tous, Ovid. Nos hommages, toujours. Almost retirement ready. En juin, Monsieur Lamontagne qui prend sa retraite, que j'ai connu moi en 1994, ça fait longtemps déjà. Ah, oui. Mais bon, je vais continuer à travailler avec Benoît. Il est trop jeune, il n'y a même pas de, Lequel, Pierre? cheveux blancs. Comme on dit en anglais, I'm not going anywhere. You can still find me. Puis je vais voyager à Québec à la frontière va ouvrir. Oui, parce qu'Ovid, tu vas rester quand même chez Bernstein Scher comme aviseur et puis associé. Oui, jusque ça, oui. Pierre, est-ce que je peux te dire 2 mots? Oui. Ben oui. Non, mais moi, j'aimerais ça en profiter de dire rapidement aux entreprises québécoises qui nous écoutent présentement que profitez-en pendant que Benoît Lamontagne est encore à son poste, OK, au New Hampshire, parce que je ne sais pas combien d'années qu'il va rester là encore, parce que je sais que tranquillement, des fois, il pense à faire autre chose éventuellement, mais je vous dirais présentement, c'est le bon timing si vous pensez faire quelque chose au New Hampshire. Votre meilleur allié, c'est Benoît Lamontagne. Alors, si vous avez de quoi faire, pensez cette année ou l'année prochaine ou plus tard pendant que Benoît est là parce que c'est la clé de rentrer au New Hampshire parce qu'il parle français, anglais bien sûr, puis il a vraiment l'expérience, puis il va être à votre service à 100% pour vous aider le temps qu'il est là. Voilà, merci. Merci Benoît. Louise, je te laisse ça à toi. Voilà, merci. C'est toujours, comme Régent mentionnait, c'est toujours une belle activité parce que c'est le fun parce que les gens, on échange vraiment de l'information très essentielle de part et d'autre pour faire la réussite de nos entreprises. Alors vraiment, merci beaucoup. Merci Pierre de partager ces événements avec nous également. Alors, sur ça, on vous laisse une bonne journée. Je vous le dis, on se prépare un gros événement. Là, on s'en vient éventuellement qu'un grand retour entre la Nouvelle-Angleterre et le Québec. On va vous préparer quelque chose, ça s'en vient. Il y a même un Daniel Nadeau qui traîne là-dedans quelque part. Ah oui, OK, d'accord. On vous arrive avec quelque chose sous peu. Là. Louise, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Bonjour. Bye bye. Bonne fin de journée, bonne semaine. Merci beaucoup. Bye, tout le monde. Bye.